c'est le temps zéro pour les physiciens. On ne peut pas remonter au-delà de ce temps. Et puis après, vous voyez quand même, les neutrons et les protons, ils sont déjà là 1 millionième de seconde après le Big Bang. Alors ça vous semble court de dire toute cette histoire 1 millionième de seconde, c'est vite passé, mais si vous vous mettez en pas de 10-43, ça en fait, hein, ça fait des milliards, de milliards, de milliards, de milliards. Hein, ça, bon. Donc là, on a de quoi faire quasiment 5 fois des milliards de milliards. Donc voilà, ça, c'est un domaine dans lequel on n'est encore jamais allé. On ne sait pas ce qui se passe, c'est-à-dire jusqu'au millionième de seconde, on ne sait pas ce qui se passe. Ce qu'on sait, c'est que les électrons, ils sont déjà là, on ne sait pas quand, mais ils sont déjà là, et qu'après, ensuite, une fois que j'aurai fait les noyaux, ils vont participer à faire les atomes, puis les molécules, etc. Alors en fait, le temps de Planck, vous voyez, c'est 5, aujourd'hui, la valeur la plus précise, c'est 5,4 10-44 secondes. Et la première publication véritablement scientifique là-dessus, c'est Gamov. Gamov, c'était un chercheur en fait russe avant la guerre qui est passé à l'ouest donc après la guerre. Donc quand il était en URSS, en fait, il a été l'un de ceux, avec une autre équipe américaine qui était Gurney et Condon, à expliquer une des intégrations dont je ne vous ai pas parlé, qui est la désintégration alpha. Je n'en ai pas parlé parce qu'on n'en a pas besoin. Et en fait, la désintégration alpha, elle n'est pas possible en physique classique. En mécanique classique, ça ne marche pas. Il faut passer en mécanique ondulatoire pour l'expliquer. C'est comme ça. Bon, et pourtant, ça existe. Et donc, on a été long à trouver, et Gamov donc, est l'une des deux équipes, ou l'un des trois, qui ont expliqué cette désintégration alpha. Et puis, donc après la guerre, il est à l'origine de cette théorie du Big Bang. Et il terminera sa vie en aidant Watson et Crick à décrire la structure en double hélice de l'ADN. Vous voyez, c'est quand même une carrière de chercheur bien remplie. Comme beaucoup de savants, il était un peu fantaisiste, un peu farfelu. Et alors il publie ça un 1er avril. 1er avril 1948. Il associe à cette publication deux autres savants qui étaient connus dans le nucléaire, mais qui n'étaient même pas au courant. Il a posé interroger, vous savez que vous venez de signer une publication? Il dit ah non, non. Donc vous voyez une publication signée Alpher Bet Gamov, c'est-à-dire alpha, beta, gamma. Hein, un 1er avril, comme quoi l'univers aurait été créé à la suite d'une gigantesque explosion, etc. Tout le monde s'est bien marré, toute la communauté scientifique a dit oh là là, ce brave Gamov, il n'en fera jamais d'autres. Bon, il faut dire que c'est une tradition hein, dans le milieu en fait scientifique. Souvent, c'est même des prix Nobel hein, qui vous font comme ça, dans le numéro d'avril d'une grande revue comme Nature ou autre, une espèce de publication complètement farfelue. On en a tous des exemples, des collègues ici, ils en connaissent. Et alors, comme c'est bien écrit, en plus, on met un moment, quoi. On se fait balader pendant au moins une page ou deux, puis après, au bout d'un moment, on dit non, quand même, ça devient gros, là, quoi. Quand même, c'est un prix Nobel. C'est une tradition. Donc on a cru que ça rentrait dans cette tradition-là. Alors quand même, Gamov avait dit, je ne peux pas vous prouver que j'ai raison, mais si ce que je dis est vrai, on trouvera au fin fond de l'univers ce qu'il avait appelé le rayonnement fossile, c'est-à-dire un bruit de fond qui correspond en fait au souffle de cette explosion, et qui correspond d'ailleurs aujourd'hui encore à 1% du bruit de fond de nos appareils électroniques. Hein. C'est ça. Hein. Et donc voilà, alors il l'avait estimé à peu près, vous le voyez, 6 Kelvin. Bon, alors le temps passe, hein, tout le monde rigole bien et tout ça, bon, Gamov meurt. Et puis un beau jour quand même, en 1965, Penzias et Wilson, qui commençaient à interroger l'univers avec des grandes oreilles, tombaient sur un bruit de fond qui était largement au-dessus des performances de leurs appareils. C'était pas normal, ils regardent un peu et ils trouvent une valeur qui n'était pas si éloignée de celle de Gamov. Et à cette date, ça a révolutionné complètement la physique. C'est-à-dire ce jour-là, on a dit, nom d'un chien, si ça se trouve, Gamov avait raison, il a tout fait pour qu'on n'y croit pas. Et alors à cette époque-là, on avait une centaine de particules dites fondamentales, hein, la physique, et puis autant d'antiparticules, enfin, c'était hyper compliqué. Et du coup, les physiciens se sont dit,
Nom d'un chien, si on part comme ça de rien au départ, il ne peut pas y avoir 100 particules fondamentales, quoi. Il y en a une, voire deux à la rigueur, on veut bien deux, une antiparticule, mais pas plus. Et tout ce qu'on a inventé jusque-là, c'est-à-dire 1965, en fait, c'est parce qu'on n'a pas su, mais c'est beaucoup plus simple. Donc c'est la théorie d'unification des forces, etc., tout ce qu'on connaît aujourd'hui, qui date de ça. La théorie des quarks, hein, avec Gell-Mann, en fait, vient de là aussi, c'est-à-dire que des modèles qui montrent qu'en fait, qu'avec un certain nombre de particules limitées, on arrive à refabriquer toutes ces particules que l'on avait à cette époque-là. Alors aujourd'hui, vous voyez, on est avec les satellites quand même à 2,736 Kelvin. Bon, donc on n'est pas loin du 3 de Penzias et Wilson. Donc c'est bien figé, si vous voulez. Alors au début, donc évidemment, de cette nucléosynthèse, vous avez le premier des éléments, l'hydrogène, hein, où le noyau, voilà, le noyau d'hydrogène, il est là, hein, voilà, bon, le plus léger de tous les noyaux. Donc vous avez des amas d'hydrogène, et sous l'action donc de la gravitation, dont je vous parlais, la force de Newton, parfois arrive donc à se rassembler, et on commence les premières réactions nucléaires, c'est-à-dire que vous associez les protons ensemble, hein, il y a toute l'énergie qu'il faut pour arriver à vaincre la répulsion. L'hélium 2 est pas stable, vous voyez, vous avez donc un proton qui se transforme en neutron, et vous fabriquez le deutérium, qui est le deuxième isotope de l'hydrogène. Et puis vous avez d'autres réactions qui vous mènent jusqu'à l'hélium 4, ce fameux hélium 4, qui est l'élément numéro 2 de la classification. Alors ceci se fait en quelques minutes après le Big Bang, c'est-à-dire que la température qui était largement plus que des milliards de degrés, donc ça finit par se refroidir. Quelques minutes après le Big Bang, on est à 15 millions de degrés à peu près, et on a fabriqué, vous voyez, les deux premiers éléments. L'énergie dégagée, évidemment, c'est déjà de l'énergie de fusion, puisqu'il y a bien fusion des petits noyaux, et c'est une énergie qui est considérable, comme on l'a vu tout à l'heure. Alors on verra un peu plus tard que cette énergie, en fait, elle peut être catalysée, comme on le voit ici, dans ce qui s'appelle le cycle de Bethe. On a essayé d'expliquer ce qui se passait dans les étoiles. Je vous mets toutes les réactions ici. Ça va rappeler des souvenirs à mes élèves, tout ça. Et quand vous regardez bien, je vous reparlerai du carbone tout à l'heure, du carbone 12, mais quand vous regardez bien, il fonctionne exactement comme un catalyseur en chimie. C'est-à-dire que vous l'avez au départ, vous avez des transformations et vous allez le retrouver à l'arrivée. Ce qui fait que quand vous faites le bilan, voilà ce qui se produit dans ces étoiles-là, je vais vous parler de ces étoiles dans un instant, c'est 4 protons qui vont donner de l'hélium 4, 2 positons, et vous voyez une énergie, ça vous dit peut-être rien, mais c'est une énergie qui, à l'échelle du noyau, est une énergie absolument fantastique. Alors il y a d'autres hypothèses, hein, ça c'était une des hypothèses, vous en avez une autre ici, hein, pour fabriquer donc de l'hélium 4. Vous avez d'autres sites qui s'appellent PP2 et PP3, en passant soit par le lithium, soit par le bore. Le beryllium 8 redonnant, on va le voir dans un instant, de l'hélium 4. Donc il y a un certain nombre d'hypothèses pour cette fabrication d'hélium 4. Donc, au bout de quelques minutes, j'ai fabriqué ces éléments-là, je les retrouve donc dans l'univers. Ça n'a pas pris le temps, évidemment, que j'ai pris à vous raconter tout ça. Et puis maintenant, il ne va plus rien se passer pendant plus d'1 million d'années. C'est-à-dire que ça s'arrête. La synthèse s'arrête. J'accumule de l'hélium 4 et il ne se passe plus rien. Alors, qu'est-ce qui va se passer? La gravité, hein, cette fameuse interaction gravitationnelle dont je vous parlais tout à l'heure, va rentrer en lice, c'est-à-dire que la gravité va recondenser, en fait, mes étoiles. Et donc c'est la formation d'étoiles qui brillent, évidemment. C'est-à-dire que briller, c'est une perte d'énergie hein, pour une étoile, et ça menace donc son équilibre. Alors, elle va compenser ça de deux façons, soit en brûlant son combustible nucléaire, soit en se contractant, justement, comme on va le voir, et toute la suite de la nucléosynthèse, tout ce que je vais vous raconter après, en fait, est basé là-dessus. Alors, on va prendre évidemment notre étoile comme exemple, tant qu'à faire. Hein. Bon, le Soleil. Première phase, donc 15 millions d'années, là c'est les gros amas d'hydrogène qui doivent se rassembler. Deuxième phase, c'est celle dans laquelle on vit depuis à peu près 4,6 milliards d'années. Il y en a encore à peu près pour autant.
mais pas plus. Hein. Donc on va voir, ça sera notre futur à nous aussi. Hein. Donc voilà sa carte d'identité, âge.